Le tourisme offre d'innombrables avantages. Pour les touristes, il représente l'évasion idéale, une opportunité de découvrir des cultures diverses et d'apprendre davantage sur le monde. Pour les centres touristiques, surtout dans les économies émergentes et les pays en développement, il crée des emplois et stimule l'économie locale. Cependant, les inconvénients peuvent être tragiques. Parfois, les dangers peuvent transformer des vacances de rêve en cauchemars, avec des touristes qui ne reviennent pas pour partager leurs expériences. Rejoignez-nous alors que nous relatons les histoires de ceux qui, en quête d'aventure à travers les continents, ont trouvé une fin tragique loin de chez eux. Julie Ward a toujours eu un regard aiguisé pour la nature. En grandissant à Bury St Edmunds, son amour pour la photographie animalière s'est développé lors de voyages en famille à la campagne. Sa passion l'a finalement menée à une carrière d'assistante en édition, où elle réussissait à équilibrer son travail avec un portfolio croissant de photos de la nature. En février 1988, Julie a décidé de prendre un congé sabbatique pour réaliser son rêve de toujours, photographier la faune africaine. Le Kenya, avec sa célèbre réserve naturelle du Masai Mara, semblait être la destination parfaite. Armée de son appareil photo et d'un esprit d'aventure, Julie se lança dans un voyage qui l'immergerait au cœur de la beauté naturelle de l'Afrique pendant 7 mois. Le séjour de Julie au Kenya fut tout simplement magique. Elle passa d'innombrables heures à capturer la faune et forma des liens avec des guides locaux et d'autres passionnés de nature, y compris un ami australien, le docteur Glenn Burns. Alors que septembre approchait, Julie devait rentrer en Angleterre dans une semaine, mais elle sentait qu'elle n'avait pas encore tout photographié. Le 5 septembre, le Dr Burns suggéra une dernière excursion au Masai Mara et Julie accepta avec enthousiasme. Leur véhicule tomba en panne sur une route isolée. Avec peu d'options, le Dr Burns décida de retourner à Nairobi pour chercher de l'aide, tandis que Julie choisit de passer la nuit au Mara Serena Lodge. Le lendemain, le véhicule fut réparé et Julie partit seule pour le camp de Sand River récupérer du matériel de camping. Ce fut la dernière fois que quelqu'un la vit vivante. Lorsque Julie ne revint pas, ses amis commencèrent à s'inquiéter. Le docteur Burns signala sa disparition, ce qui déclencha une recherche. Son père, John Ward, vola jusqu'au Kenya désespéré de retrouver sa fille. Il loua un avion pour survoler les zones où Julie avait campé et après des jours de recherche, un pilote repéra son véhicule dans un ravin près d'une rivière. John se précipita sur place, craignant le pire. Le 13 septembre, le pire cauchemar de John Ward devint réalité lorsqu'il trouva le corps brûlé et démembré de Julie parmi les cendres d'un feu. L'explication initiale des autorités kenyanes, que Julie avait été frappée par la foudre et mangée par des lions, semblait invraisemblable. John fut inlassable dans sa quête de vérité, et une enquête approfondie révéla que Julie avait été assassinée. Le rapport du coroner kenyan, qui suggérait une prédation animale, avait été modifié. Un pathologiste britannique confirma que Julie avait été démembrée avec une machette, puis aspergée d'essence et brûlée. John Ward, un hôtelier retraité, consacra sa vie et près de 2 millions de livres à découvrir ce qui était arrivé à sa fille. Ses efforts acharnés mirent en lumière la corruption et l'inefficacité du système judiciaire kenyan. Il accusa le gouvernement kenyan et le président Daniel Arap Moi de dissimuler le meurtre pour protéger l'industrie du tourisme. Son travail inlassable mena à plusieurs enquêtes et procès, mais la justice restait insaisissable. En 1992, 2 gardes forestiers subalternes furent acquittés du meurtre de Julie faute de preuves. Le juge recommanda une enquête plus approfondie sur le chef des gardes du parc, mais aucune action ne fut entreprise. En 1997, une nouvelle équipe de police kenyane réexamina l'affaire et en 1998, Simon Ole Makala, le chef des gardes du parc au moment du meurtre de Julie, fut arrêté. Cependant, il fut acquitté en 1999 en raison d'un manque de preuves. Dans un nouvel élan pour obtenir justice, l'affaire fut rouverte en 2009, mais les faits restèrent inchangés. John Ward était fermement convaincu que Jonathan Moi, le fils du président Daniel Arap Moi, était responsable du viol et du meurtre de Julie. Cependant, il n'y eut jamais suffisamment de preuves pour étayer ses affirmations. Malgré les nombreux obstacles, John resta inébranlable dans sa quête de justice. John et sa femme Jeanne continuèrent leur combat jusqu'à leur décès en 2023. Leur dévouement et leur détermination à obtenir justice pour Julie furent inébranlables, laissant un héritage à leurs fils, Robert et Tim, qui jurèrent de poursuivre l'enquête en l'honneur de leurs parents. Née et élevée dans le quartier artistique de New York, Catherine Chappell a rapidement manifesté une fascination pour la narration visuelle.
Dès le lycée, elle commençait déjà à expérimenter avec les effets visuels, créant des courts-métrages qui révélaient son talent prometteur. Sa première grande opportunité professionnelle arriva durant l'hiver et le printemps 2008 lorsqu'elle décrocha un stage chez MSNBC. Cette expérience lui permit de plonger dans le monde des médias, acquérant des compétences précieuses et affinant son savoir-faire. Cependant, c'est chez Scanline, une société renommée d'effets visuels, que Catherine trouva réellement sa voie. Chez Scanline, la créativité de Catherine s'épanouit. Son travail sur des séries à succès comme Game of Thrones et des blockbusters tels que Captain America, Le Soldat de l'Hiver et Divergente consacra sa réputation de talentueuse monteuse d'effets visuels. Le sommet de sa carrière fut atteint lorsque son équipe et elle reçurent un Primetime Emmy Award pour les effets visuels exceptionnels dans l'épisode Les Enfants de Game of Thrones. Malgré ses succès professionnels, les passions de Catherine allaient au-delà de sa carrière. Elle nourrissait un amour profond pour la faune sauvage et voulait avoir un impact concret sur le monde. En 2015, poussée par cette passion, elle décida de partir pour l'Afrique du Sud. Son objectif était clair, contribuer à la conservation de la faune et récolter des fonds pour Wildlife ACT, une organisation dédiée à la conservation. Le 1er juin 2015, le voyage de Catherine la mena au Lion Park de Johannesburg, une célèbre attraction connue pour ses rencontres rapprochées avec des animaux majestueux. Accompagnée par un guide de Calabash Tour, Pierre Podgeter, elle entreprit de découvrir ce que le parc avait à offrir. La journée fut remplie de moments inspirants alors qu'il parcourait le parc, capturant la beauté de la faune. En entrant dans l'enclos des lions, Catherine fut fascinée par la vue d'une lionne. Attirée par l'idée de prendre la photo parfaite, elle prit une décision qui allait lui être fatale. Elle baissa sa fenêtre pour avoir un meilleur angle, inconsciente du danger qui l'attendait. En quelques secondes, la lionne saisit l'occasion, bondissant et attaquant Catherine. L'attaque fut rapide et brutale, Pierre Podgeter, faisant preuve d'un immense courage, tenta de repousser la lionne et de protéger Catherine. Ses efforts pour la sauver furent valeureux, mais les blessures de Catherine étaient malheureusement trop graves et s'avérèrent fatales. Malgré sa bravoure, Pierre lui-même fut blessé et hospitalisé plus tard pour une crise cardiaque, témoignant de l'intensité et de l'horreur de l'attaque. La nouvelle de la mort tragique de Catherine provoqua une onde de choc chez sa famille, ses amis et la communauté internationale. Son petit ami, Grayson Hoare, était dévasté. Il avait toujours été inquiet des défis que Catherine pourrait rencontrer lors de son aventure, lui rappelant souvent son éducation urbaine et lui conseillant la prudence. Son chagrin était palpable lorsqu'il évoqua ses pressentiments lors de la cérémonie commémorative de Catherine. Jennifer Chappell, la sœur de Catherine, prononça un éloge émouvant, capturant l'essence d'une jeune femme qui embrassait la vie avec un enthousiasme débordant. Alors que le monde apprenait la nouvelle de la mort de Catherine, des témoins oculaires vinrent raconter ce qu'ils avaient vu. Ben Govender, qui se trouvait dans une voiture derrière celle de Catherine, fit un récit détaillé de l'attaque. Il décrivit la lionne se tenant sur ses pattes arrière, s'appuyant sur la voiture, puis bondissant pour attraper Catherine par la fenêtre ouverte. Le témoignage de Ben révéla l'horreur et le chaos qui s'était déroulé, tandis que Podgeter tentait désespérément de sauver Catherine au milieu de la violence de l'attaque. L'incident déclencha une vague d'indignation et de remise en question. Des interrogations furent soulevées sur les circonstances qui avaient conduit à la mort prématurée de Catherine. Les autorités du Lion Park défendirent leurs pratiques, rappelant que les visiteurs recevaient constamment l'instruction de garder leurs fenêtres fermées pour des raisons de sécurité. Malgré cela, la tragédie de la mort de Catherine mit en lumière les risques inhérents à de telles rencontres rapprochées avec la faune. En pleine douleur et colère, Mary Chappell, la mère de Catherine, apporta un éclairage sur les aspirations de sa fille. Catherine s'était rendue en Afrique du Sud non seulement pour vivre une aventure, mais pour faire du bénévolat dans une réserve dédiée à la protection des rhinocéros et des éléphants. Son objectif ultime était de créer un film qui mettrait en lumière le sort des animaux victimes du braconnage, un témoignage de son désir d'utiliser ses compétences pour une cause plus grande. Bien que son voyage ait été tragiquement interrompu, l'impact de son travail et les souvenirs qu'elle a laissés derrière elle continuent d'inspirer ceux qui l'ont connue et ceux qui ont entendu son histoire. Shilpa avait toujours été une femme avide d'aventure. À 60 ans, elle avait vu une grande partie du monde, mais ce voyage au Kenya allait rester gravé dans sa mémoire. Ce n'étaient pas seulement les paysages majestueux qui l'attiraient, mais aussi le défi de gravir le mont Kenya, la deuxième plus haute montagne d'Afrique. Avec 7 autres femmes et leurs guides, elle se lança le 20 octobre 2023 à la conquête du Point Lenana, le 3e sommet le plus élevé de la montagne. L'ascension avait été difficile.
Mais la vue depuis le sommet avait rendu chaque effort payant. Exalté par leur succès, le groupe entama sa descente par la route Naro-Moru. Ce sentier, habituellement considéré comme non technique, était devenu périlleux avec l'arrivée de la courte saison des pluies. Les pluies avaient transformé certaines portions du chemin en pentes glissantes et la récente chute de neige y avait ajouté des plaques de glace. Shilpa, qui menait la descente avec son guide Kelvin Muriuki Mwiti, avançait avec prudence mais confiance. Kelvin, un guide expérimenté au sourire contagieux, avait été une présence rassurante tout au long de l'ascension. Alors qu'il traversait une section particulièrement verglacée, l'équilibre de Shilpa vacilla. En un instant, sa botte perdit toute adhérence et elle glissa. Kelvin se précipita pour la rattraper, ses mains robustes manquant de peu son bras alors qu'elle basculait par-dessus le bord. L'élan de son geste l'entraîna à son tour et tous deux disparurent le long du flanc de la montagne. Le reste du groupe, paralysé par la stupeur, ne put qu'assister, impuissant et horrifié, à la chute de leur ami et de leur guide. Bien que l'équipe de secours ait tenté à plusieurs reprises de les retrouver, chaque effort étant entravé par la glace et la neige, ils finirent par localiser Shilpa et Kelvin. Tous deux avaient succombé à leurs blessures. Le corps de Shilpa fut transporté à Nairobi, tandis que Kelvin fut conduit dans un hôpital au centre du Kenya. La nouvelle fit l'effet d'un coup de massue dans le monde entier. La famille de Shilpa à Londres fut dévastée. Elle leur avait transmis son esprit aventureux et ils savaient qu'elle avait vécu pleinement jusqu'à la fin. Au Kenya, la famille de Kelvin pleurait une autre forme de perte. Il était un pilier, un père et un mari, et la réalité de sa disparition fut un choc terrible pour ceux qui dépendaient de lui. Kelvin abordait la vie avec le sourire, et son humeur joyeuse était devenue une source d'inspiration pour beaucoup. Ses amis et collègues se souvenaient affectueusement de lui comme d'une personne dont la présence apportait chaleur et positivité, quelles que soient les circonstances. Sa mort prématurée, laissant derrière lui une femme et un jeune enfant, était un rappel tragique de l'imprévisibilité de la vie. Robert Kamaru, un ami proche de Kelvin Mwiti, exprima sa peine dans un hommage en ligne. Il évoqua des cœurs brisés et la douleur de perdre un ami si cher. Les actions de Kelvin durant l'événement tragique bouleversèrent profondément la famille de Shilpa Shah. Ils lancèrent une collecte de fonds pour soutenir la famille du guide. Un geste qui reflétait leur immense reconnaissance et leur chagrin. La campagne reçut une réponse incroyable, récoltant plus de 35 000 livres sterling dès la première semaine. La famille Shah espérait que ces fonds apporteraient un peu de réconfort et de sécurité à la famille Mwiti, leur offrant un avenir plus serein malgré leurs pertes déchirantes. La collecte de fonds n'était pas seulement une aide financière, c'était un acte de solidarité et de compassion collective, une façon pour la communauté de montrer que la famille de Kelvin n'était pas seule dans son deuil. En 2009, Annie Hindosha rencontra Shrien Dewani à Londres. Annie, une Suédoise d'origine indienne, et Shrien, un homme d'affaires, développèrent rapidement une connexion malgré la distance qui les séparait, vivant dans des pays différents. Leur relation se développa à travers des communications à distance et ils maintinrent ce lien jusqu'en mars 2010, lorsque Annie prit la décision importante de s'installer au Royaume-Uni. 2 mois plus tard, en mai 2010, ils se fiancèrent, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Le couple resta très engagé l'un envers l'autre et décida de sceller leur union par un mariage. Le 29 octobre 2010, Annie et Shrien se marièrent lors d'une magnifique cérémonie au lac Powai près de Mumbai en Inde. Le mariage fut un événement grandiose, entouré de leurs familles et amis qui célébrèrent leur union avec joie et enthousiasme. Après leur mariage, Annie et Shrien projetèrent d'organiser une cérémonie civile au Royaume-Uni en 2011 pour leurs amis qui n'avaient pas pu assister à leur mariage en Inde. Mais avant de pouvoir le faire, ils partirent en lune de miel en Afrique du Sud. Le couple atterrit à l'aéroport international du Cap le 7 novembre 2010 avant de prendre un vol domestique pour le parc national Kruger où ils passèrent 4 nuits, profitant de la beauté à couper le souffle de la nature africaine. Le 12 novembre, ils retournèrent à l'aéroport international du Cap où ils rencontrèrent un chauffeur de taxi local du nom de Zola Tongo. Tongo les conduisit à l'hôtel 5 étoiles Cape Grace où ils s'enregistrèrent avant de commencer à explorer la ville animée. Ils engagèrent Tongo comme guide, désireux de découvrir le meilleur de la ville. Le 13 novembre, Tongo les conduisit à travers la ville dans son Volkswagen Charan. Ils s'aventurèrent dans le township de Guguletu, au Cap, avant de se rendre au restaurant Surfside dans la banlieue de Strand, où ils prirent un repas ensemble. La soirée fut agréable, ponctuée de rires et de discussions sur leur avenir. Cependant, leur nuit prit une tournure sombre lorsqu'ils retournèrent à Guguletu. Peu après avoir quitté la route principale, 2 hommes armés détournèrent leur véhicule.
Les agresseurs forcèrent Tongo à sortir du taxi, laissant Annie et Shrien seuls avec leurs assaillants. Shrien fut dépouillé de son argent, de son portefeuille, de sa montre de luxe et de son téléphone portable. Après avoir roulé pendant environ 20 minutes, Shrien fut également éjecté du véhicule. Désorienté et terrifié, il se retrouva seul dans la rue avec seulement le souvenir d'Annie resté dans le taxi. Un passant remarqua Shrien et l'aida en appelant la police. Les autorités arrivèrent rapidement et commencèrent à chercher Annie et le véhicule disparut. Le lendemain à 7h50, à Lingeletu Ouest, la police retrouva Annie Dewani. Elle était à l'arrière du taxi Volkswagen Charan, sans vie. Annie avait reçu une balle dans le cou. La scène était déchirante et la gravité de la situation pesait lourdement sur tous les présents. La montre Giorgio Armani d'Annie, un bracelet en or blanc et diamant, son sac à main et son téléphone BlackBerry avaient disparu, présumés volés. La valeur estimée des objets volés avoisinait les 90 000 rangs, soit environ 6 000 $. La nouvelle de la mort tragique d'Annie se répandit rapidement, provoquant un choc profond dans les deux familles et les communautés auxquelles elles appartenaient. Cette perte dévastatrice éclipsa les souvenirs joyeux de leur récent mariage. Les enquêtes débutèrent rapidement, la police s'efforçant de reconstituer les événements ayant conduit à la mort prématurée d'Annie. Dans les jours qui suivirent, 3 hommes furent arrêtés, Mziwa Madoda Kwabe, Xolile Mngeni et Monde Mbolombo. Leur première confession laissait entrevoir un vol opportuniste ayant mal tourné. Annie Dewani, une touriste dans un pays étranger, était tragiquement devenue victime des circonstances. Cependant, à mesure que l'enquête progressait, l'histoire prit une tournure encore plus sombre. Face à la perspective de la prison à vie, Kwabe et Mbolombo modifièrent leur récit, accusant Shrien Dewani, le mari d'Annie, d'avoir commandité ce meurtre. L'idée d'un meurtre sur commande semblait presque trop fantasque pour être crue. Shrien Dewani fut dépeint comme le cerveau ayant supposément conspiré avec le premier chauffeur de taxi qu'il avait rencontré à son arrivée au Cap. Bien que choquante, cette allégation fit les gros titres à l'échelle mondiale, jetant une ombre sur la réputation jusque-là sans tache de Shrien Dewani. Le chauffeur de taxi Zola Tongo, qui clamait au départ son innocence, céda finalement sous le poids des preuves et des témoignages de ses complices. Se rendant compte que son sort était scellé, Tongo accusa également Shrien, affirmant que l'homme d'affaires avait effectivement sollicité le meurtre de sa femme. Dans l'espoir d'obtenir des peines plus légères, Tongo, Kwabe et Mbolombo conclurent des accords de plaidoyer acceptant de témoigner contre ceux qu'ils accusaient d'être les instigateurs de ce crime abominable. En décembre 2010, Tongo plaida coupable de meurtre et fut condamné à 18 ans de prison. Kwabe suivit en août 2012, reconnaissant sa culpabilité et étant condamné à 25 ans de prison. Mngeni, bien qu'ayant maintenu son innocence, fut reconnu coupable en novembre 2012 et condamné à la réclusion à perpétuité. Monde Mbolombo, tout en admettant sa participation, obtint l'immunité en échange de son témoignage, une décision controversée que beaucoup considéraient comme un mal nécessaire pour garantir les condamnations des principaux acteurs du crime. Les procureurs sud-africains, armés des confessions et des témoignages accablants, engagèrent des poursuites contre Shrien Dewani. Le récit d'un mari orchestrant le meurtre de sa femme pour des raisons personnelles ou de convenance était convaincant, bien que macabre. L'extradition de Dewani du Royaume-Uni vers l'Afrique du Sud en 2014 marqua l'apogée d'une bataille juridique longue et ardue. Les partisans de Dewani nièrent avec véhémence les accusations, les qualifiant d'infondées et absurdes. Comment un mari en deuil, à peine acclimaté à un nouveau pays, aurait-il pu conspirer un acte aussi brutal avec un inconnu ? La défense soutenait que l'affaire de l'accusation reposait sur les témoignages peu fiables d'hommes qui avaient prouvé qu'ils étaient prêts à mentir pour leur propre profit. En décembre 2014, la Haute Cour du Cap-Occidental acquitta Dewani, le juge concluant qu'il n'y avait aucune preuve crédible le liant au meurtre de sa femme. Malgré l'acquittement, les circonstances factuelles entourant la mort d'Annie Dewani demeurèrent enveloppées de mystère. Carol Sue Kirken, une femme de 75 ans originaire du Michigan, n'était pas une septuagénaire ordinaire. Sa vie était marquée par un esprit d'aventure durable, un engagement à aider les autres et une détermination implacable qui l'a vue réussir dans de nombreuses carrières. Elle a commencé sa carrière comme infirmière spécialisée dans les soins de la peau à l'hôpital Crittenton, où son dévouement envers les patients la distinguait des autres. Au fil des années, l'expertise et la réputation de Carol se sont développées.
ce qui l'a amené à travailler avec un chirurgien plasticien. Cette étape de sa carrière n'a pas seulement affiné ses compétences, mais lui a également offert des perspectives sur le côté commercial du secteur de la santé. C'est cette expérience qui a éveillé en elle un esprit d'entrepreneuriat, la conduisant à créer sa propre entreprise en 1991 avec Arbonne International, où elle a occupé le poste de vice-présidente nationale et consultante privée. En dehors de sa vie professionnelle, Carol était un pilier de sa communauté. Son travail avec le Women's Fund de la région de Rochester qu'elle a cofondé témoigne de son engagement à autonomiser les femmes et à soutenir des projets de développement local. Son rôle en tant que directrice du conseil d'administration de l'association YMCA des jeunes hommes de North Auckland souligne encore davantage son dévouement au service communautaire. Le 5 août 2017, Carol et sa famille se sont lancés dans ce qui devait être des vacances parfaites, un safari en Tanzanie. Ce voyage, longtemps attendu, était une célébration de la famille et des merveilles naturelles du monde. Le mari de Carol, ses enfants et ses petits-enfants faisaient tous partie de ce voyage mémorable. Parmi eux se trouvait son fils, Robert Kirken, doyen d'université à Corpus Christi, au Texas. La famille se réjouissait devant les paysages majestueux de la savane africaine, observant le riche éventail d'animaux sauvages qui y vagabondaient librement. Le jour tragique de la mort de Carol, la famille avait passé la matinée à observer une migration massive d'hippopotames et d'éléphants mâles. Ce spectacle avait rempli Carol d'émerveillement et elle partagea son enthousiasme dans un dernier message sur Facebook. Cependant, la journée prit une tournure sombre lorsqu'un hippopotame tua inexplicablement Carol. Les circonstances entourant la mort de Carol restent floues, mais il a été rapporté que l'animal l'avait attaqué. L'attaque fut soudaine et brutale, laissant peu de temps pour réagir. Carol mourut rapidement dans les bras de son fils Robert. La nouvelle de la mort de Carol fut un coup dévastateur pour sa famille et ses amis. Sa présence vibrante, sa passion pour la vie et son engagement inébranlable à aider les autres ont laissé un vide impossible à combler. La communauté de Rochester Hills, où elle avait vécu et travaillé pendant tant d'années, pleura profondément sa perte. Une femme dont l'impact s'était fait sentir bien au-delà de son cercle immédiat.